Bonjour, donc nous, on est le groupe 3 et on a choisi la politique gouvernementale pour encourager les jeunes familles à avoir plus d'enfants. Et ma politique à moi, je l'ai trouvée avec une famille, là, leurs détails sont ici, c'était deux jeunes parents qui avaient deux filles, mais c'est pas du tout cette démographique-là qu'on a visé. Nous, ce qu'on a visé, c'est parce qu'on s'est dit que les couples postmodernes étaient beaucoup plus individuels. Plusieurs d'entre eux ne voulaient pas d'enfants maintenant ou en voulaient pas du tout. Donc, on a décidé de focuser sur ceux qui voulaient des enfants mais n'étaient pas capables, comme un couple homosexuel, un adulte monoparental ou une famille transgenre. C'est une statistique que j'ai pas mis dans le PowerPoint, mais c'est seulement un couple sur huit au Canada qui a un enfant à la maison. Donc, c'est vraiment très peu. Puis nous, c'est ça qu'on veut encourager. Donc, la mesure, c'est de rendre les cliniques de fertilité publiques dans les hôpitaux beaucoup plus populaires, beaucoup plus à travers la province, parce qu'en ce moment, c'est une réalité qui existe, mais il y en a seulement deux. Au CHU de Sainte-Justine et au centre hospitalier de McGill, les deux sont à Montréal. Donc, si, par exemple, on habite à Gaspé ou à Sept-Îles, c'est 10 heures d'autobus pour se rendre là-bas, puis on parle de plusieurs rencontres. Donc, c'est vraiment énormément de temps, puis c'est juste un obstacle pour ces personnes-là d'avoir un enfant. Et en plus, si par exemple, on voudrait dire que les cliniques publiques sont présentes, oui, il y en a un petit peu partout, mais les prix sont absolument beaucoup trop chers. Ça, par exemple, c'est la clinique Procréa, qui est un peu partout au Canada. Puis ici, c'est seulement les bilans conjoints madame endocrinien. Ça, c'est les bilans qui vont seulement dire si on est infertile ou non. Donc, ils vont seulement tester pour savoir si on l'est. Puis on part déjà avec 1200, des frais de 1200 $. Puis ça va être 2000, 3000, 4000 de plus pour tous les autres traitements qu'ils peuvent faire. Donc, je pense que en mettant ces cliniques-là un peu partout dans les autres hôpitaux, euh, on faciliterait beaucoup plus les familles qui sont pas capables d'avoir des enfants. J'ai un commentaire par rapport à ça. Dans le fond, comment tu verrais ça, qu'il y ait des cliniques dans les régions? Est-ce que ce serait déjà installé dans les hôpitaux déjà présents, comme par exemple à Gaspé? Ben, c'est sûr que pas partout, partout, parce que j'imagine qu'il y a un coût qui vient avec ça. On ne pourrait pas mettre ça dans chaque hôpital. Mais définitivement, oui, il faudrait qu'il y en ait dans des endroits un peu plus éloignés comme Gaspé, parce que si les personnes là-bas ont besoin des services de la clinique de fertilité, ça leur tente pas de faire une demi-journée d'auto pour se rendre. Donc oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait dans les endroits plus éloignés. Je me demandais, moi aussi, côté coût, à quel point le gouvernement va payer, est-ce qu'il paye tout le processus ou il paye la moitié, comment ça va fonctionner? Ben, personnellement, comment je le verrais, ce serait comme tout autre service là, à l'hôpital. Ce serait payé au complet, sauf pour certains, là, il y a certains frais à l'hôpital qui sont supplémentaires, mais habituellement, c'est pas des choses qui sont absolument nécessaires. Fait que ce serait dans cette même optique-là. Tout ce qui est absolument nécessaire, comme le bilan, ça c'est sûr, ce serait payé au complet. Ouais. Donc, ensuite, je vais partager mon écran. Ce ne sera pas très long. Donc, moi, la politique que je vais parler, c'est un soutien financier et une accessibilité pour les services psychologiques. Donc, c'est vraiment un problème qui est omniprésent dans la société, l'anxiété, et c'est génétique, souvent. Donc, un parent qui est anxieux a plus de probabilité d'avoir un enfant anxieux. Et ça peut être aussi environnemental. Donc, pour une femme qui est anxieuse, le fait d'avoir un enfant anxieux, ça lui crée du stress, ça peut créer des conflits dans la famille, puis un climat différent familial. Ensuite, j'ai eu une discussion avec une jeune famille qui disait surtout qu'elle manquait de temps pour vraiment donner le soutien à son enfant qui avait besoin d'un soutien, un suivi psychologique. Ils ont un enfant de 5 ans qui est anxieux et qui nécessite un soutien professionnel. Et pour eux, c'était vraiment une limite dans leur famille parce qu'ils ne se voient pas en ce moment avoir un autre enfant
parce que l'enfant, il nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'encadrement, puis il y a peu de soutien psychologique, c'est vraiment inaccessible, c'est un service essentiel tant qu'à eux. Donc, c'est un stress financier, mais aussi familial, parce qu'ils ont le désir de fonder une plus grande famille, mais ils ne peuvent pas en ce moment. Donc, j'ai une question pour vous. Vous pensez que c'est quoi le pourcentage d'enfants de 2 à 5 ans qui ont montré des signes d'anxiété? Ah, des signes, là, c'est sûr, c'est beaucoup, là, 35-40%, même 50 sûrement. Ouais, moi, je Donc, dirais quasiment 1 sur 2. C'est juste des signes. C'est un diagnostic, ça va être moins que ça. on pourrait penser que c'est beaucoup quand même, mais 2 à 5 ans, ils ont moins de signes d'anxiété, mais c'est 14% ou plus de 14%. Là, on va se dire que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est comme 73 000 enfants aujourd'hui en 2020. Fait que 73 000 enfants, c'est quand même un grand besoin. Donc, le tarif d'une séance dans le privé côté avec un psychologue, c'est entre 80 et 130 $. C'est quand même assez cher pour 50 minutes de session. Il n'y a aucune réglementation. Les cliniques privées peuvent vraiment mettre le prix qu'elles veulent. Il n'y a aucune limite. Et il y a certaines assurances qui vont payer. C'est, dans le fond, aller au psychologue au public, mais ce n'est pas tout. Et la RAMQ, elle va seulement payer ce qui est au public. Donc, ce qui est privé, c'est totalement exclu. Ensuite, dans le réseau public québécois, ben, il y a vraiment un délai d'attente de 6 à 24 mois au public. Fait que c'est vraiment très long d'avoir un suivi psychologique. Et il y a une pénurie de psychologues parce qu'il y a des psychologues qui partent du public pour aller vers le privé. Donc ça fait vraiment une pénurie côté public. Il y a moins de disponibilité. Et on considère qu'on va avoir environ 900 psychologues qui vont être absents en 2023. Donc c'est vraiment une grande perte de psychologues. Donc la politique que je propose, c'est une utilisation des ressources qui vont déjà être présentes. Donc, l'enfant qui a 5 ans va pouvoir utiliser un soutien psychologique scolaire et en communiquant avec les parents, s'il voit qu'il y a un plus grand besoin d'avoir un suivi parce que l'enfant a de l'anxiété, bien là, on va le référer au médecin de famille qui va lui faire un diagnostic de trouble anxieux si c'est le cas. Et ensuite, le médecin va pouvoir le rediriger vers le privé. Et dans le fond, la RAMQ, il y a un accès pour la santé mentale et santé physique, mais vraiment au public. Et la santé physique est beaucoup plus accessible que la santé mentale. Donc, pour ça, ce serait important de mettre plus d'importance sur la santé mentale. Et il y aurait un remboursement pour les enfants qui ont un trouble. Donc, il y aurait des conditions prérequises, comme maximum 2 sessions par mois qui seraient gratuites au privé. Puis ça prendrait une preuve d'attestation de présence à la session. Ce serait pour les 17 ans et moins et ça prendrait absolument un diagnostic de trouble anxieux par le médecin. Donc, c'est pas si poussé comme politique, celle qu'on a vue en classe avec l'Hongrie qui paye vraiment pour que les gens aient des enfants, mais ça va quand même permettre d'aider les parents à avoir plus d'enfants dans le futur parce qu'ils vont avoir une mesure de soutien. Donc, c'est une politique qui va être économique, mais aussi de services de santé puis de services sociaux à la fois. Il y a certains avantages, comme il va y avoir une diminution du stress lié à l'inaccessibilité. Donc, c'est un souci de moins pour les parents de trouver des gens, des ressources. Il va aussi avoir une prévention des futurs problèmes psychologiques ou physiques que peut amener l'anxiété. Donc, à long terme, ça peut diminuer le coût de la médication, la diminution de la présence dans les urgences et dans les cliniques médicales. Et le coût de l'enfant, bien, ça va moins coûter cher aux parents parce qu'ils n'auront pas à débourser tout l'argent de leur poche pour les enfants qui sont anxieux. Et ça va aussi enlever une certaine pression aux parents de faire le rôle de psychologue et de parent à la fois. Le parent, il va juste avoir vraiment un rôle de parent. Souvent, le parent n'a pas non plus les ressources nécessaires puis les connaissances pour tout donner ce soutien-là psychologique. Et ça va aussi apporter un soutien aux familles. Donc, la famille ne sera pas seule dans la situation, il va avoir une autre ressource disponible. Ensuite, en ce moment, il existe quand même une politique actuelle qui est le PQPTM qui aide au public les jeunes Québécois avec des troubles mentaux, mais c'est depuis l'automne 2020, mais c'est public. C'est un long processus et c'est surtout axé sur l'auto-soin versus la thérapie qui est plus utilisée milieu psychologique. Ça fait que des enfants jeunes
ils n'ont pas autant de discipline pour eux-mêmes traiter leurs propres besoins auto-soins que des adolescents ou des adultes. Ça serait plus difficile aux enfants de se traiter eux-mêmes. Donc, en ce moment aussi, s'il y a moins d'enfants, parce qu'il y a des gens qui se limitent à cause de l'anxiété ou des problèmes comme ça, ben la future génération ne pourra pas s'occuper des générations plus vieilles. Donc ça, c'est comme la pyramide dans le cours. Donc, on va mettre des mesures en place de soutien aux parents pour que ça devienne plus facile d'avoir des enfants, mais c'est quand même facile, justement, ces mesures de soutien. Je pense que la mesure est quand même intéressante, mais tu sais, j'avais vu là, préféré par les médecins de famille. Mais si, par exemple, tu as un enfant qui n'a pas de médecin de famille, parce que ça arrive quand même souvent, il y a une pénurie de médecins de famille en ce moment, comment est-ce que tu ferais te diriger vers ces cliniques-là? Bien, j'allais dire, dans le fond, tout à l'heure, on va voir la politique de Mélissa, qui est le triage en ligne. Je pense que ça peut aider pour rediriger des enfants, que ce soit à l'urgence, puis après ça, que le médecin à l'urgence constate qu'il y a vraiment un problème imminent pour l'enfant côté anxiété. Là, il peut avoir plus facile d'avoir accès. Sinon, il y a aussi des cliniques sans rendez-vous. Pour avoir avec le médecin de famille des rendez-vous. Il y a aussi les familles plus jeunes, souvent, ils vont moins payer pour eux-mêmes, ils vont quand même être capables de plus payer pour l'enfant. Ils vont moins mettre de côté leurs besoins là, monétaires. Ils pourraient quand même aller voir un médecin de famille dans le privé. Ça coûte cher, mais à la longue, ils seraient quand même remboursés côté psychologique dans le privé par le gouvernement. Il y a aussi une chose que j'ai remarqué, même si la politique est intéressante, c'est que le problème à la base, tu l'as mentionné, c'est l'accessibilité. Là, tu disais, on utilise les ressources qui sont déjà présentes dans les écoles et tout, mais il n'y en a pas de ressources dans les écoles. Tu sais, mettons, je prends les écoles primaires, des psychologues, c'est très rare. Sinon, c'est des TES qui sont là 1 à 2 fois semaine. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Parce qu'on va peut-être augmenter la charge de travail de travailleurs sociaux qui est déjà énorme. Là. Fait que là, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ta politique qu'on pourrait faire par rapport à ça? Mais dans le fond, les psychologues, ben, là, j'ai surtout nommé les psychologues, mais ça peut être les travailleurs sociaux, les thérapeutes. C'est pas nécessairement juste les psychologues qui peuvent faire la première consultation puis ensuite rediriger. Puis les enfants qui n'ont pas nécessairement besoin de passer non plus par l'école, ils peuvent directement aller au médecin de famille sans avoir consulté à l'école si le parent voit vraiment que lui, ça ne va pas à la maison, sans que l'école s'en rende compte. Mais c'est souvent qu'on l'observe, l'anxiété dans les milieux scolaires, que les professeurs redirigeraient vers le soutien, mais ce n'est pas nécessaire de passer par des institutions déjà présentes. Là. OK. Partager mon écran. OK. Alors, moi, ma politique, ça concerne les services de garde. Donc, par les familles qu'on a interrogées, on a vu que le principal enjeu pour les jeunes familles, c'était l'accessibilité aux services de garde, que ce soit CPE ou les milieux de garde non subventionnés. Fait qu'évidemment, problème soulevé, l'accessibilité. Il y a vraiment une grosse pénurie de places, ça c'est sûr, c'est quand même connu. Puis, la recherche d'un milieu de garde, ça peut prendre énormément de temps, que ce soit non subventionné ou pas. Puis, ça peut engendrer des coûts supplémentaires aux parents. Des fois, ça peut même comme compromettre le retour sur le marché du travail de l'un des parents. Puis, on peut constater que souvent, ça va être la femme qui va prendre le congé de maternité, le long congé de maternité, parce que présentement, pour les pères, le congé maximum, je pense, c'est 5 ou 7 semaines. Quelque chose comme ça. Fait que souvent, c'est la femme qui repousse son entrée sur le marché du travail si elle n'est pas capable d'avoir une place en garderie. Donc là, ce qui se fait actuellement pour les services de garde, c'est concernant le coût, l'aspect financier, le remboursement des frais de garde, c'est par un crédit d'impôt à la fin de l'année. Puis c'est le pourcentage du crédit il était mis en fonction du revenu total familial. Après ça, une donnée intéressante, les garderies non subventionnées, c'est une moyenne d'environ 35 $ par jour. Ça peut même aller plus haut que ça. Tandis que là, un service de garde subventionné, les fameux CPE, le coût des parents, c'est d'environ 7 $ par jour. Donc là, on voit le petit comparatif ici. Là.
On passe de 8,50 à 7 pour le coût net. Puis, mettons, pour une famille qui a un revenu annuel là, de ménage, c'est de 100 000 donc 50 000 chaque parent. Le coût vient à 9 Tu sais, la différence, c'est minime à la fin de l'année, mais c'est pendant l'année que ça coûte cher parce que les parents doivent quand même débourser de leur poche 35 par jour par enfant. Fait que là, déjà à la base, si on a des familles plus nombreuses, ben ça commence à coûter cher les frais de garde si les parents ont des jeunes enfants en même temps à la garderie, puis s'ils veulent retourner travailler. Donc là, c'est sûr que pour compenser des fois les hauts frais de garde, ben, comme je disais un petit peu plus tôt, ben, il y a des parents qui décident de rester à la maison. Fait que là, ça diminue la population active. Donc là, j'ai mis ici ce qui se faisait déjà, grosso modo. La déduction fiscale, ben, tu as autant de crédit d'impôt au Québec qu'au Canada. Puis après ça, bon, là, on fait la différence au niveau des gardes des enfants. Les CPE, qui sont des organismes à but lucratif, sont subventionnés par l'État. C'est pour ça que ça coûte à peu près 7 par jour. Puis, dans le fond, les services de garde, c'est pas juste en termes de garderie, ça comprend camp de jour et d'autres types de garde. Mais je n'irai pas plus dans le détail parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment garderie pour les poupons. Donc, la politique qu'on propose par rapport à ça, ben, c'est que l'allocation des frais de garde pour les milieux non subventionnés soit remis mensuellement et non seulement comme crédit d'impôt à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que dans le fond, tout au long de l'année, les parents doivent payer beaucoup de leur poche. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait moins de revenus, ça fait moins d'argent dans leur poche pour payer leurs dépenses courantes. Fait que c'est sûr, tu sais, ça peut être des fois lourd financièrement parlant de toujours attendre à la fin de l'année pour se faire rembourser. Fait que dans le fond, ce qui est proposé, c'est que le remboursement serait ajouté aux allocations québécoises familiales qui sont déjà mises en place. Fait que, en même temps, on diminue un peu les transactions, ça va être relié au même montant. Puis ensuite, ça inclurait qu'on abolirait le minimum de jours requis par semaine pour conserver sa place en milieu de garde. Parce que ce qui a été mentionné, c'est que si tu n'envoies pas ton enfant à la garderie au moins 3 jours par semaine, ben, automatiquement, tu perds ta place. C'est quand même pas juste pour des parents qui voudraient être un peu plus avec leurs enfants pour que ça leur coûte moins cher ou parce que leurs horaires sont un petit peu plus flexibles, puis ils perdraient leur place juste parce que, mettons, ils ne l'envoient pas une journée de plus. Ça serait vraiment plate. Puis, après ça, l'autre fonctionnement, ben, ça serait que la feuille de présence des enfants serait remise aux parents à chaque fin de mois, après le nombre de jours de garde, par l'intervenant de la petite enfance. Les parents, il y aurait la possibilité d'envoyer leur réclamation dans les 20 jours ouvrables suivants, la fin du mois de garde. Puis après ça, ben, le remboursement serait traité, puis serait ajouté aux allocations le mois suivant pour permettre quand même un certain délai de traitement. Puis, on garderait toujours comme le pourcentage de remboursement en fonction du revenu familial, mais on se baserait sur le revenu précédent. Parce que si c'est l'année courante, ben, on ne peut pas déterminer, par exemple, bon, en 2021, qu'est-ce que je fais comme revenu? On va se baser sur l'année d'avant. Et s'il y a des différences au niveau des salaires d'une année à l'autre, ça pourrait être à la limite pallié un peu plus tard. Donc, les avantages liés à cette mesure-là, bien évidemment, le stress économique il est diminué parce qu'on est sûr de se faire rembourser à chaque mois. Fait que là, ça permet, comme je disais un petit peu plus tôt, de payer les dépenses courantes, d'avoir un petit peu plus de lousse financièrement parlant. Ça permet aussi un suivi des présences accrues des enfants dans les milieux de garde non subventionnés parce que vu que c'est non subventionné, bien, des fois, c'est propice au débordement. Fait que là, d'assurer un suivi mensuel pour pouvoir faire les réclamations, bien, ça permet de s'assurer que les groupes de garderies non subventionnés s'assurent d'une présence adéquate des enfants dans leur milieu de garde. Ça permet ensuite plus de flexibilité pour les parents, d'abolir le nombre de jours requis. Fait que là, pour la conciliation travail-famille, c'est vraiment idéal. S'il y en a qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants ou s'il y en a qui ont des pépins, bien, ils peuvent appeler dans un milieu de garde non subventionné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de la place parce que vous avez un parent de moins? Fait que là, on pourrait libérer un petit peu plus de place puis peut-être désengorger un peu le réseau en fonction de l'horaire des parents. Ensuite, bon, le fait de se faire rembourser à chaque mois, bien, ça permet de donner la possibilité à certains parents de retourner sur le marché du travail parce que les dépenses sont moins élevées reliées aux frais de garde.
Puis après ça, ben, je parlais d'équité économique. Pourquoi? Parce que généralement, les familles à faible revenu ou celles qui ont de nombreux enfants, les frais de garde, c'est une dépense très, très importante dans leur ménage. Fait que là, d'assurer un certain remboursement, ben, c'est toujours lié au fait qu'ils ont un petit peu plus d'argent dans leur poche. Puis ils peuvent bien s'occuper de ses enfants. Et voilà. Commentaires, questions? Est-ce qu'il y aurait comme une prime selon le nombre d'enfants qui vont en garderie? Parce que le troisième enfant coûte souvent plus cher. Fait que est-ce qu'il y aurait comme une allocation de plus ou une prime pour les familles avec beaucoup d'enfants ou pas du tout? Non, il n'y en aurait pas parce que c'est le crédit d'impôt, c'est basé vraiment sur, mettons, tu envoies tes factures de garderie à l'État, puis c'est en fonction de ton revenu. Ben là, c'est tant de pourcentage pour toutes tes factures de frais de garde. Fait que si au total, mettons, pour tes 3-4 enfants, ça te coûte 1 000 de frais de garde, ben ton remboursement va équivaloir au pourcentage de ton revenu total. Dans le fond, ça revient au même. C'est vraiment le coût total pour tous tes enfants qui est calculé, autrement dit. Si je peux vous donner un exemple, là, il y a le site ici qui montre la table des... comment ça fonctionne, les paramètres de calcul. Voilà, juste ici. Fait que là, vous voyez, mettons, les tranches de revenus. Je parle toujours de revenus familial, pas par personne. Puis, à quoi correspond le pourcentage d'impôt. Fait que dans le fond, s'il y a une famille qui fait moins de 37 000 au total, ben son crédit d'impôt il est de 74 %. Fait que dans le fond, dans notre politique, ben, les frais de garde au total pour le mois, tu vas t'en faire rembourser 74 %. Fait que c'est pour ça que le nombre d'enfants, ça ne change pas parce que ce qui importe, c'est le coût total des frais de garde. Est-ce que dans ta politique, tu penserais aussi à inclure une différence aussi pour les garderies spécialisées pour les enfants aux besoins particuliers? Par exemple, les autistes ne peuvent pas aller dans des garderies où est-ce que tous les enfants vont à cause qu'ils ont des besoins plus élevés, donc la charge doit être réduite. Oui, ouais. C'est ça. Je parlais, oui, des garderies non subventionnées, mais ce serait la même chose pour les garderies spécialisées qui ont pour une clientèle spécialisée. Ce serait la même chose, oui. Donc, moi, ma politique, c'est concernant les frais d'accouchement. C'est sûr que une personne qui est née au Québec possède la RAMQ, donc ne va pas vraiment payer de frais par rapport à ça. Moi, j'ai plus été avec un volet au niveau des immigrants. Puis, j'ai fait mon entrevue, dans le fond, avec un ami dont sa femme et lui viennent de la Tunisie. Ils sont mariés. Ils ont eu un fils qui est aujourd'hui âgé de 6 ans. Puis, dans le fond, pour expliquer vite fait leur histoire, c'est qu'eux autres, ils ont eu une problématique au niveau de l'immigration au point de vue fédéral, ce qui a retardé, dans le fond, les démarches au point de vue provincial, donc qui n'ont pas eu accès à la RAMQ. Puis, elle est tombée enceinte. Puis, mon ami, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment fait plein de téléphones, puis ils se sont rendus compte que au gouvernement fédéral, ils avaient perdu leurs documents. Donc, ils ont dû renvoyer les documents. Puis, il a été vraiment juste là, pour avoir la RAMQ avant qu'elle accouche. Fait que ça a été tout payé correctement. Puis, dans le fond, en faisant des recherches là, sur cette situation-là, j'ai vraiment vu qu'au Québec, c'est vraiment une grosse problématique. Puis, je ne pensais pas que c'était aussi fréquent que ça. Dans le fond, ce que ça peut occasionner là, au point de vue de la population, c'est que le Québec veut aller chercher des immigrants, ils les amènent ici, sauf qu'ils n'ont pas de politique pour qu'ils puissent fonder une famille. Ça prend vraiment des délais avant qu'ils puissent avoir la RAMQ, qu'ils soient couverts, puis ça décourage vraiment des personnes à avoir des enfants parce qu'ils voient vraiment les montants, puis je vais vous les montrer tantôt, c'est vraiment, ça monte assez vite, là. Puis, c'est ça, l'accessibilité à la RAMQ, c'est vraiment difficile à cause de la lourdeur de la bureaucratie, autant au point de vue immigration du Québec que fédéral, parce que ça doit passer par le fédéral pour ensuite retomber dans la cour du provincial pour qu'après ils puissent donner la RAMQ. C'est sûr que la plupart des immigrants, quand ils arrivent ici, ont des assurances privées.
c'est pas vraiment tout le monde, c'est quand même assez cher. Par contre, le point négatif des assurances privées, c'est qu'ils ne couvrent pas l'accouchement. Fait que ça cause vraiment une problématique par rapport à ça. Puis, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que les médecins, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent fixer leurs propres frais. Fait qu'il n'y a pas d'encadrement comme à la RAMQ. La RAMQ va vraiment fixer un montant. Par exemple, une césarienne, c'est tel montant. Un accouchement, c'est tel montant. Fait que ce qui arrive, c'est qu'ils fixent leurs propres frais. Donc, ce qui arrive, c'est que chaque hôpital n'a pas les mêmes frais. Donc, ça varie vraiment d'une place à l'autre. Fait qu'en plus de ça, les personnes immigrantes doivent vraiment s'informer puis trouver l'hôpital qui, selon plus leurs critères et leurs moyens. Puis, quelque chose qui m'a vraiment comme un peu choqué, c'est que les enfants sont pris en otage. C'est-à-dire que, admettons que la personne elle a 15 000 $ de dette qu'elle doit rembourser, ben le gouvernement, même si l'enfant est né au Québec, le gouvernement ne donne pas la RAMQ à l'enfant tant que la dette n'est pas payée. Ça m'a vraiment choqué. Parce que, je veux dire, l'enfant, il est né ici, il serait censé de l'avoir. Puis, dans les recherches que j'ai faites aussi, là, j'ai vu des articles que le gouvernement, le ministère de la Santé était au courant de ces façons de faire-là. Puis, on se lave les mains vite fait là, en disant que on n'est pas trop au courant du cadre légal de tout ça, puis on pose pas trop de questions. Mais il y a quand même un laisser-aller par rapport à ça. Puis, pour vous donner une idée des frais, un suivi de grossesse, dans le fond, optimal, 12 rendez-vous qui est une fois par mois. Ça varie entre 1 500 à 3 000 $. Ça, on n'a pas d'accouchement, rien de fait. C'est seulement des consultations. Puis, grosso modo, là, la grossesse, le suivi, avec l'accouchement à l'hôpital, on parle entre 9 000 à 17 500 $ pour une famille. C'est sûr que si on met ça dans un contexte de personnes immigrantes qui arrivent d'un pays qui est plus en difficulté, ils n'ont pas tant les moyens. Puis là, ils voient ça, puis je pense que c'est assez suffisant pour justement bloquer l'envie de vouloir faire des enfants, fonder une famille. Donc, ça retarde beaucoup les projets à ce niveau-là. C'est ça, des exemples, là, il y a des médecins qui vont exiger un dépôt de 3 500 $ en argent. Donc, il n'y a pas de chèque, c'est vraiment en argent comptant pour un accouchement. Puis, le prix de la RAMQ, c'est 460 $. Fait qu'on voit vraiment la différence là, qui est extrême. Puis, aussi, quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est l'épidural. Dans le fond, eux, ils voient ça comme un luxe. Fait qu'ils disent vraiment aux personnes, c'est du luxe, vous n'en avez pas besoin. Si vous la voulez vraiment, il faut payer, c'est environ 1 000 $, c'est encore une fois en argent. Fait que la plupart des immigrants, ce qu'ils font, c'est que quand la personne va accoucher, ben, elle va toffer, puis ça va généralement finir en césarienne. Donc, les mesures proposées par rapport à ça, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que là, on touche beaucoup dans deux paliers, c'est-à-dire provincial et le fédéral, parce que ça concerne beaucoup l'immigration pour que les personnes puissent avoir accès à la RAMQ. Donc, les moyens que j'ai trouvés, que je pourrais proposer, moi, ça serait de rendre accessible la RAMQ aux femmes immigrantes qui remplissent certains critères, c'est-à-dire avoir le statut de demandeur d'asile et d'être en attente d'une résidence permanente. Fait qu'au moins, on a la preuve que la personne a fait les démarches pour pouvoir rester ici. Ou encore, d'avoir le statut d'immigrante en attente de parrainage. Le Québec a sorti, ça fait quelques années, là, il appelle ça le certificat de sélection. Je pense que c'est la CAQ qui a sorti ça. C'est, grosso modo, là, c'est une preuve au fédéral, comme de quoi que le Québec, lui, accepte vraiment d'avoir cette personne-là, puis que les démarches sont faites, puis dans le fond, il lance ça au fédéral. Et en plus, ça serait d'établir un moyen pour démontrer au gouvernement qu'ils ont vraiment l'intention de s'établir de façon permanente au Québec. Parce que dans le fond, la catégorie de personnes dont la RAMQ ne couvre pas, c'est les étudiants, les visas voyage-travail, puis les deux catégories que je vous ai mentionnées ici. Sauf que pour moi, je trouve que c'est un peu inconcevable de recevoir quelqu'un qui est dans un statut de demandeur d'asile, qui s'en va de son pays parce que c'est dangereux,
arrive ici, puis dans le fond, il y a des conditions qui ne lui permettent pas de, justement, se repartir une vie comme il voudrait. Donc, ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Fait que toi, dans le fond, là, pour l'accessibilité à la RMQ, ça serait tout le monde, là, peu importe leur statut, ça je comprends. Pas tout le monde, c'est ça. Comme j'expliquais, là, ça prend vraiment les 2 critères que j'ai mentionnés, c'est-à-dire avoir le statut de demandeur d'asile, mais qui est en attente d'une résidence permanente. Donc, on a vraiment la preuve que la personne fait les démarches pour vraiment rester ici et non pour venir profiter du système pour repartir ensuite. Mm-hmm. Ou encore quelqu'un qui a le statut d'immigrant en attente de parrainage, que la certification du Québec comme de quoi que, à fond, ça relève du fédéral maintenant. OK. Je trouve ça intéressant puis pratique comme politique parce que les familles qui viennent de l'extérieur vont probablement déménager ailleurs qu'au Québec et Canada s'ils ne peuvent pas avoir d'enfants rapidement parce qu'ils veulent fonder une grosse famille. Fait que là, ça les aide ça nous aide aussi à avoir plus d'enfants puis les inciter à rester au Québec. C'est vrai, tu as raison, Audrey. Même juste un matin, j'avais lu de quoi que les familles, de plus en plus, ils pensaient aller s'établir dans d'autres provinces juste parce que le processus d'immigration, il est comme rendu trop compliqué au Québec. Le pire, c'est qu'on a des programmes relativement intéressants pour les familles qui pourraient se faire, mais juste à cause de ça, que tout ce qui est aspect légal, ben là, ils pensent à aller ailleurs. Fait que là, on n'est pas plus avancé au niveau de politique nataliste. Fait que c'est sûr, avec ce qu'Alexandre propose, je pense que ça pourrait peut-être être plus inclusif, justement, aider pas mal tout le monde. Puis pas juste les Québécois de souche, comme on aime les appeler. Fait que moi, ma politique, dans le fond, c'est avec le triage en ligne. J'ai interrogé une jeune famille qui sont parents seulement depuis septembre 2019. Ils ont 2 jeunes garçons, un 3e en route. Le père est expert en sinistre, donc travailleur à la commission. Il n'a pas pris le congé de paternité justement à cause que la commission n'est pas prise en compte dans le congé de paternité. Donc, il a comme pris un congé à ses frais. Puis, congé de maternité est pris en totalité. Puis, le congé parental est donné à la mère dans ce cas-ci pour pouvoir prendre en charge les 2 bébés. On a discuté de beaucoup de critères d'amélioration concernant le gouvernement. Particulièrement les coûts de service de garde, les dépistages des parents pour les trisomies, qu'au public, c'est seulement la trisomie 21, mais qu'on doit débourser pour les autres dépistages. Puis plusieurs autres problèmes, là, un peu comme les allocations familiales qui sont seulement au nom de la mère, qui ne sont pas adaptées à aujourd'hui, la famille postmoderne, qui a beaucoup d'individualisme, puis que les parents sont séparés, puis parfois font des enfants, puis c'est dès le départ, on est séparés. Fait qu'on a discuté de beaucoup de problèmes comme ça. J'ai mis ici le lien des stratégies du ministre qui veut justement favoriser la natalité. Fait que l'enjeu principal qu'on a discuté avec la famille, c'était les services de soins qui étaient difficilement accessibles. Non seulement les enfants, souvent, ne sont pas pris en charge par le médecin de famille de la mère qui est suivi durant la grossesse, mais en plus, le système de santé... lors d'urgence, il faut faire le tri à l'urgence. Il y a une grande attente à l'hôpital. Ça rend la gestion vraiment difficile, surtout chez les jeunes enfants, de les garder tranquilles durant l'attente. Le parent, il doit prendre congé. Puis la longue attente, bien, des fois, si c'est le soir, il peut passer la nuit là, puis ça va aussi au lendemain. Fait que c'est un congé à son compte. Puis avec plusieurs enfants, bien, il faut trouver quelqu'un pour le garder s'ils sont trop jeunes. Sinon, s'il n'y a pas de garderie, si la maman est à la maison, comme dans ce cas-ci, ou à l'école, il faut que quelqu'un aille les chercher si justement ils sont séparés ou quoi que ce soit. Donc, la politique actuelle, c'est on se dirige à l'urgence, on passe le tri avec l'infirmière, puis on attend sur place pour pouvoir voir le médecin, puis faire les tests en conséquence. Puis on s'entend que les salles d'attente sont très peu adaptées pour les jeunes enfants. Puis, dans le cas où est-ce qu'on a un médecin de famille, encore là, le médecin de famille, souvent, il ne prend pas en charge les urgences, fait qu'on se rend encore une fois à l'urgence à l'hôpital, puis on fait l'attente comme tout le monde. Dans la politique actuelle, ça, c'est les niveaux de priorité du triage. Ce qu'on appliquerait à la politique que je propose présentement, ce serait d'offrir un service gouvernemental de triage en ligne qui serait gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, qui permettrait de déterminer la priorité d'urgence comme qu'on vient de voir dans le cas de l'enfant, d'offrir des conseils aux parents pour soulager l'enfant, la douleur, le calmer,
en attendant de voir la visite chez le médecin. Puis, on offre l'heure et le lieu de rendez-vous. Fait que avec ça, ben, l'enfant, il n'a pas besoin de se rendre, d'attendre. Ça diminue son stress. Mais aussi, le parent, il peut organiser son horaire, sachant que le rendez-vous, finalement, c'est demain, ce ne sera pas aujourd'hui. En attendant, j'ai telle affaire à faire. OK, ben je vais m'organiser pour aujourd'hui. Demain, ça va être telle personne qui va aller avec aux urgences ou je vais me faire remplacer demain. Dans le fond, ce serait un peu comme un info-santé qu'on a présentement, sauf qu'au lieu d'être une ligne téléphonique, ce serait une plateforme en ligne de triage, puis on distribue les rendez-vous. Ici, il y a une plateforme de télémédecine qui est justement en vigueur au Québec, mais qui est au privé. Donc, ça coûte quelque chose, mais ce serait un peu le même principe. On avait fait un questionnaire aussi auprès des familles, puis l'idée du triage en ligne à l'unanimité, c'était une très bonne idée. Puis, la majorité des gens aussi trouvent que l'accès aux services de santé est très difficile pour les enfants. Pour faire un lien avec la matière, les frais de coût d'avoir un enfant qui est à l'école, on enlève les bébés dans ce cas-ci, les soins de santé d'environ 500 $ par année. Donc, si on est capable d'avoir une plateforme en ligne qui facilite la tâche, effectivement, ça coûte déjà pas grand-chose d'aller à l'urgence, mais les médicaments coûtent des frais, puis ça ajoute un stress aux parents. Fait que si on offre un triage, ça enlève un stress, puis si c'est gratuit pour les enfants, mais encore là, ça enlève un autre stress. Donc, la maladie, l'impact sur la famille, ça amène de l'appauvrissement à la famille. Si c'est des gros cas de médicaments, les assurances ne couvrent pas. Puis aussi beaucoup d'épuisement pour la famille, puis de l'isolement. Donc, c'est beaucoup de stress. Un enfant malade, pour la famille, la gestion en ce moment des réseaux de santé, ça apporte encore plus un grand stress. Les heures d'attente des fois, on passe un test, c'est vraiment long d'attendre le résultat. C'est stressant. Y a-t-il quelque chose qui n'était pas correct finalement? Mais c'est sans compter les prises de sang et les tests cliniques que l'enfant doit passer qui le stressent beaucoup parce que lui, c'est du nouveau, il n'a jamais vu ça. D'où l'importance de proposer un service de triage en ligne pour amoindrir l'impact du stress sur les familles, mais aussi sur l'enfant qui, durant le temps du rendez-vous, peut être dans le confort de sa maison, dans les bras de ses parents. Pour faire un lien avec les suivis psychologiques aussi, ben, ça pourrait être la plateforme de tri en ligne. On va te donner un rendez-vous dans 2 semaines, par exemple, pour voir un psychologue, puis ça va être la première rencontre qui va se faire comme ça pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Puis, encore une fois, un lien avec Alexandre pour les familles migrantes, des enfants qui n'ont pas accès aux services de santé actuellement. Avez-vous des questions? Moi, je me demandais, là, parce que c'est un service de triage en ligne, mais si ce service de triage en ligne-là est utilisé par tout le monde, il va quand même avoir une grande attente comme on voit dans les hôpitaux, parce que il n'y a pas nécessairement plus de personnel qui peuvent répondre à cette clientèle-là. C'est juste que maintenant, ils font l'attente chez eux. Fait que, tu pensais à quelque chose pour le temps d'attente? Oui, bien, dans le fond, comment que je pensais que ça pourrait fonctionner, c'est un peu comme les compagnies de téléphone. Il y aurait une pré-triage avec un robot qui dit c'est quoi les symptômes, les problèmes. Puis, les infirmières, ça serait probablement les infirmières un peu d'info-santé, mais qui seraient, au lieu d'être au téléphone, ça pourrait être visioconférence, ça pourrait être par Internet. Puis oui, l'attente ne sera pas diminuée par rapport à ce qu'on a dans l'hôpital, mais au moins, ça va réduire le stress de l'enfant. Il va être chez lui avec ses parents, puis justement, vu que l'attente peut être plus grande parce que l'enfant, c'est vraiment pas urgent, bien, au moins, le parent il est capable de s'organiser et de dire « OK, telle journée, je vais prendre congé ». Moi, je trouve ça genre intéressant aussi, là, parce que comme la pyramide qu'on a vue dans le cours, ben, la population qui vieillit, elle va avoir beaucoup plus besoin de santé, là, puis il y aura beaucoup de soins axés sur eux. Et là, si on aide un peu au débordement dans les hôpitaux en rendant ça plus comme accessible pour les enfants, il va y avoir plus de soins axés sur les personnes âgées. Le temps d'attente va être moins long pour les deux catégories, un peu, là. Oui, c'est ça. Les enfants vont avoir une meilleure gestion. Un enfant qui pleure à cause d'une otite à l'hôpital, c'est dur à gérer, mais en plus, avec les pyramides, présentement, si on ajoute cette plateforme en ligne-là pour les jeunes enfants de moins de 12 ans, c'est des jeunes familles qui sont capables de gérer la technologie et de s'inscrire en ligne. C'est sûr, ce serait une plateforme gouvernementale. Elle risque d'être
d'être présente pour les adultes aussi, mais payante pour les adultes pour peut-être avec des assurances. Par contre, pour les enfants, ça devrait être gratuit justement pour réduire un peu le stress puis les coûts de santé chez l'enfant. Il y a déjà quelque chose qui existe par rapport à ça s'appelle Olive, la télémédecine. Là. Je ne sais pas non plus si tu en parles dans ta présentation là, ou tu as un article par rapport à ça. Tu sais, ça serait à la limite le même principe, mais vraiment spécialisé en pédiatrie. Puis à la limite, tu sais, si on a peur que le système soit trop engorgé ou ça bug, à la limite, ce que le gouvernement pourrait faire, c'est acheter l'expertise de Olive pour qu'il la développe pour le gouvernement, mais spécialisé sur les enfants, les bambins puis les bébés. Ouais. Vraiment, c'est séparé, comme tu disais, Audrey, là, les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes, parce que, tu sais, oui, la population est vieillissante, on le voit avec la pyramide, mais il faut faire attention à nos plus jeunes aussi, si on veut les encourager, justement, à en faire plus. Fait que, tu sais, ça pourrait être une des problématiques, tu sais, intégrer le privé, justement, demander à des firmes spécialisées pour pouvoir bien développer la plateforme si on voit qu'il y a des bugs. Ça pourrait être une solution aussi.